Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui trouvent un peu d'apaisement après les mouvements chaotiques, très chaotiques des dernières séances et des dernières semaines. On voit le niveau de volatilité qui redescend d'un cran. Le VIX américain, la volatilité du marché américain est retombée autour de 26, après être monté jusqu'à 35 ces derniers jours. Et puis on voit des indices actions en Europe qui retrouvent une dynamique un peu plus positive sur le court terme, sur la séance du jour, avec une hausse de plus de 1% pour les indices européens. Donc à mi-parcours de cette journée boursière, le CAC 40 repasse au-delà des 6400 points avec quelques poids lourds en soutien. On notera Total Energy, Sanofi qui sont parmi les grosses valeurs bien orientées aujourd'hui. Et puis Engie qui fait office de leader au sein du CAC 40 après la publication de son activité et de ses résultats sur le trimestre écoulé. Engie qui confirme, comme d'autres opérateurs gaziers en Europe, qu'un compromis, un chemin de crête a été trouvé permettant à la fois de se conformer au régime de sanctions européen contre la Russie, tout en acceptant les nouvelles exigences en matière de protocole de paiement pour le gaz russe de Vladimir Poutine. Les prochains paiements pourront donc a priori être effectués. Engie l'a confirmé ce matin, mais l'italien Eni avait déjà avancé sur cette piste ces derniers jours. Du côté des statistiques économiques, on suivra les ventes au détail américaines pour le mois d'avril qui seront publiées en début d'après-midi. On attend un chiffre positif, une progression d'un mois sur l'autre peut-être de 1%, mais ce qui va intéresser le marché, c'est de voir comment les arbitrages évoluent au sein de la consommation américaine avec des prix à la pompe qui atteignent des niveaux importants et une demande pour la partie bien Covid spécifique qui est en train de se normaliser également, alors que la partie service devrait toujours montrer des signes d'amélioration. Le chiffre sera publié à 14h30 tout à l'heure. Du côté des marchés asiatiques, intéressant de noter que depuis 3 jours, la tech chinoise rebondit, un rebond d'ailleurs qui s'est amplifié aujourd'hui avec une hausse de 6% pour l'indice sectoriel technologique de la bourse de Hong Kong, alors que se tient aujourd'hui un grand symposium entre les officiels chinois et les dirigeants des grandes plateformes technologiques après près de 2 ans de répression réglementaire forcenée. C'est peut-être l'heure d'une forme d'apaisement, là aussi, de réconciliation entre le pouvoir politique de Pékin et l'activité de ces grandes plateformes technologiques. On reviendra sur la situation chinoise, macroéconomique, sanitaire et la situation de marché dans un instant avec Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Et puis nous parlerons également de stratégie d'investissement avec, on parlait du marché américain, mais des prix qu'on peut retrouver peut-être attractifs sur certaines grandes et belles valeurs défensives. Nous en parlerons avec Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais faisons le point sur la situation et les problématiques chinoises pour entamer cette émission avec Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. La Chine qui a publié hier, comme chaque mois, une série de données d'activité concernant donc le mois d'avril, la production industrielle, les ventes au détail. On a eu des indicateurs d'investissement également, la dynamique du marché du travail. Bref, rien ne va dans ces chiffres, visiblement, Laetitia. Oui, effectivement, le panorama du mois d'avril est vraiment désastreux. On s'y attendait, compte tenu des mesures de confinement qui s'étaient amplifiées tout au long du mois. Néanmoins, les chiffres sont quand même très inquiétants. On a une production industrielle qui recule de 2,9% sur un an. C'est quelque chose, la baisse, une contraction d'actifs. La consommation des ménages s'effondre littéralement. On a une baisse des ventes de détail de 11,1%. On s'y attendait, les restaurants étant fermés, l'activité étant réduite à sa plus simple expression dans certaines zones de Chine. On attendait un impact négatif, mais alors il est quand même d'ampleur. Et je crois que ce qu'il faut mettre en avant, c'est cette dégradation du marché du travail. On a une 1% de la population active. Alors vous allez me dire, c'est pas énorme si on compare à nos chiffres européens. Néanmoins, c'est un plus haut
que la série existe. Oui. Voilà. Et surtout, moi, ce qui m'alerte, c'est le taux de chômage des jeunes, de la portion de population comprise entre 16 et 24 ans. Et ce taux de chômage atteint 18,2% de la population. Et donc là, je crois qu'il y a une vraie inquiétude des autorités. Ouais. Et d'ailleurs, quand on a ces chiffres en tête, Laetitia, est-ce que ça aide à comprendre alors, ce que j'appelle la grande réconciliation entre Pékin et ses dragons, mais c'est quand même l'événement du jour, ce symposium. On a assez peu d'informations communiquées sur la tonalité de cette rencontre, de ce congrès organisé aujourd'hui entre les officiels chinois et les dirigeants d'un certain nombre de grandes plateformes technologiques. Est-ce que la dégradation du marché du travail, et notamment du travail des jeunes, aide à comprendre que les officiels chinois semblent jouer l'accalmie avec la partie technologique de l'économie chinoise aujourd'hui? Pour moi, il me semble qu'il y a quand même une certaine quelque chose à y voir, cette concordance des choses. On a eu vendredi dernier des annonces pour favoriser l'emploi des jeunes en termes d'aide fiscale, de réduction de cotisations sociales, d'incitation vraiment à l'emploi des jeunes diplômés. Et deuxièmement, effectivement, la concordance avec cette réunion de la conférence consultative du peuple chinois, politique du peuple chinois, pardon. Donc c'est vraiment un organe consultatif. Donc attention, n'oublions pas qu'en Chine, le pouvoir exécutif est concentré dans les mains du comité permanent du Politburo. Donc c'est indépendant, mais vraisemblablement il y a une volonté, en tout cas, de donner l'image qu'on a très 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 importante pour ces grands groupes de la tech chinoise, et l'idée de on va les accompagner dans une croissance plus durable et plus saine. Alors ça, c'est le langage évidemment auquel nous sommes habitués, n'est-ce pas, mais l'idée, c'est quand même d'assainir un petit peu le climat de façon à permettre à ces entreprises d'abord de retrouver une dynamique positive. On voit que les chiffres sont un peu inquiétants là aussi en termes de perspectives d'activité pour la plupart, et donc il est grand temps, je dirais, de relancer un peu cette dynamique du secteur technologique chinois, d'autant plus que c'était dans le 14e plan quinquennal. Oui. Donc l'ambition, rappelons-nous, c'était de faire passer ce secteur d'activité de à peu près 7% du PIB à 10% en 2025. Or, on est déjà en 2022 et on voit qu'il y a quand même un gros coup de mou sur le secteur. Donc il y a cette volonté de réemployer les jeunes qui sortent et qui sont des premières main-d'œuvre de ces entreprises de technologie. Je crois qu'il y a vraiment une volonté, c'est une volonté globale, dirons-nous, des autorités. Essayer de calmer, de trouver un terrain, je dirais un chemin de crête entre le contrôle, parce que Xi, dans ses derniers discours, continue de parler de ce contrôle, de cette réduction des grands monopoles et autres. Donc, il ne va pas lâcher là-dessus. Néanmoins, il a besoin de la croissance. Et encore plus aujourd'hui, plus on s'approche du mois d'octobre, plus il en aura besoin. Redonner un peu d'eau claire, on en reparlera d'ailleurs, Laetitia, mais est-ce que ça passe par une petite dévaluation compétitive du yuan? On a vu sur le mois d'avril, notamment, la glissade du yuan contre le dollar s'accélérer. On a perdu 6-7%, je crois, sur quelques semaines pour une devise qui est une devise contrôlée. Alors certes, le dollar monte, le dollar écrase tout, mais le yuan, finalement, n'a lâché qu'il y a quelques semaines à peine. Voilà, oui. C'est vraiment à peu près du 18 avril. Ouais. Donc c'était, rappelons-nous, la publication du PIB du premier trimestre, qui était un peu en demi-teinte, mais surtout d'activité du mois de mars, qui commençait vraiment à montrer des signes d'essoufflement assez forts. Et je crois que ça a été un peu le déclencheur. Alors effectivement, les autorités ont les moyens de contrôler et de limiter au maximum cette dévaluation du yuan, n'interviennent pas vraiment et laissent les forces de marché
souhaité faire baisser cette devise, ce qui, comme vous le rappeliez, face à la vigueur du dollar, compte tenu de l'écart de conjoncture entre le reste du monde et la Chine, les perspectives de politique monétaire aussi. On voit bien qu'on est plutôt à l'assouplissement monétaire en Chine, alors qu'on est au durcissement monétaire un peu partout ailleurs dans le monde. Les pressions sont plutôt baissières sur la devise chinoise, et on voit que les autorités laissent faire. Contrôle, bien sûr, mais se cache derrière un peu ces forces de marché. Ça les arrange. Il faut aussi que la Chine, je pense, retrouve un peu de dynamisme à l'exportation. Vous le disiez tout à l'heure, la consommation dans les pays développés est en train de se réorienter des biens vers les services. Ouais. Ça, c'est mauvais pas bon pour la Chine, bien sûr. Voilà, et on le voit bien, les derniers chiffres d'exportation, alors évidemment, étaient affectés par les problématiques de livraison, de blocage et de chaîne d'approvisionnement. Je l'entends bien. Néanmoins, quand on regarde la tendance depuis quelques mois, elle est au ralentissement. Oui, ça montre bien d'ailleurs le poids toujours du commerce extérieur pour la Chine, le poids stratégique toujours du commerce extérieur pour la Chine. C'est une évidence de rappeler ça, mais la prospérité commune, c'est quand même le développement d'un marché de consommation interne. La baisse du yuan, quand bien même elle est maîtrisée, va pas tellement dans le sens d'enrichir le consommateur chinois. C'est vrai, mais actuellement, comme vous pouvez l'observer, la Chine contrôle son niveau de prix. Donc les niveaux de prix intérieurs, évidemment parce qu'il y a beaucoup de prix administrés, donc ceci explique cela. Et effectivement, pour le moment, le plus rapide pour elle et son levier, je dirais, de facilité pour essayer d'accélérer la croissance, c'est les exportations, c'est l'investissement en infrastructure, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans tous les leviers qui sont mis en action par les autorités. Ce sont les leviers traditionnels donc de soutien à cette activité chinoise, et on voit bien la demande intérieure, elle est trop sensible à la politique sanitaire aujourd'hui et à ce niveau de faiblesse des revenus qui est lié à la situation de l'emploi. Encore une fois. Sur l'aspect sanitaire, Laetitia, donc il y a quelques jours, le Politburo réaffirme bien sûr la stricte politique zéro Covid. Néanmoins, quand même, visiblement, l'expérience shanghaïenne a été un peu lourde, et on comprend quand même que dans le cadre de la politique zéro Covid stricte, il y a peut-être l'idée de quelques bougées qui, espérons-le, permettront de relâcher un petit peu la pression. Quelles sont les évolutions qu'on peut attendre dans le cadre d'une politique sanitaire toujours stricte en Chine, Laetitia ? Oui, je crois que vous avez raison, Grégoire. Il y a vraiment ce double langage. Évidemment que les autorités ne remettront pas en question le principe même de la politique du zéro Covid, puisqu'ils se sont gambergés pendant 2 ans de sa réussite face à l'effondrement de l'Occident, si je peux résumer les choses, dans l'esprit chinois. Donc aujourd'hui, ils sont contraints, et quand ils voient les dommages économiques, ils ne peuvent pas laisser cette situation dégénérer, et donc ils sont obligés d'agir. Et donc je pense qu'effectivement ils vont petit à petit alléger d'une certaine manière cette politique du zéro Covid en multipliant des politiques de tests par exemple, quitte à ce que cela fasse flamber l'enveloppe budgétaire, parce que tout cela a un coût, mais l'idée c'est de relancer la machine économique, et donc ils ne peuvent plus se permettre. Ils ont aussi, n'oublions pas, nous avons cette année électorale, année politique, on va dire, pour la Chine, très importante, et il leur faut la paix sociale, et il faut absolument qu'ils puissent répondre aux besoins de cette société chinoise. Donc ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'amender cette politique, mais ils ne le feront pas dans je dirais de la communication. Ça sera beaucoup plus un double langage, dirons-nous. Oui, politiquement, ça reste compliqué, vous dites, pour Xi Jinping d'aller trop loin dans le vivre avec le Covid, parce que effectivement, il y a sans doute un coût humain derrière qu'il faudrait assumer, et vous dites ça, avant le 20e congrès, c'est impossible.
c'est pas possible. Donc il est cossa entre l'économique et il a besoin de relancer pour réduire ce taux de chômage, donc pour assurer les revenus de son peuple. Mais en face de ça, il a un engagement de sécurité et de sanitaire. Il ne peut pas se permettre d'avoir une explosion du nombre de cas de décès dans le pays. Donc c'est vraiment un arbitrage qu'il doit faire et je pense que les autorités sont très 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 embêtées aujourd'hui et vraiment essayent de faire du fine-tuning. Alors en plus, on a vraiment le sentiment qu'entre chacune des provinces, si vous voulez, c'est un peu aux délégués du parti qui aura la politique la plus ferme et la meilleure. Voilà, il y a un vrai challenge là actuellement. On sent bien cette échéance politique chinoise dans toutes les décisions prises par chacune des provinces. Où est-ce qu'ils se sont trompés, selon vous, Laetitia, pour en être là aujourd'hui, c'est-à-dire pas du tout là où ils devraient être à quelques mois de ce rendez-vous politique ? C'est vrai que comme malheureusement, comme pour le monde entier, la pandémie était imprévisible. Donc clairement, je crois que leur erreur, ça a été au moment de la politique de vaccination et je suis un peu surprise de voir que la 3e dose n'a pas été aussi développée que cela en Chine, notamment auprès des personnes âgées. Alors on se dit que chez nous encore on pourrait comprendre, chacun a son libre arbitre. En Chine, on n'a pas le sentiment que c'est quelque chose, une volonté de l'État puisse être contrée par une volonté individuelle. Donc on est un peu perplexe sur cette. Je pense que c'est à ce moment-là, où peut-être l'entêtement à vouloir dire que le vaccin chinois est le meilleur et ne pas ouvrir au vaccin ARN qui semble quand même être plus percutant en termes de lutte contre ce Covid. Je pense qu'il y a un vrai sujet à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laetitia pour votre éclairage sur la situation chinoise. On en parle régulièrement avec vous dans l'émission. Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Et nous poursuivons cette discussion sur le terrain des marchés, de l'investissement avec Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Bonjour et bienvenue Patrick. Bonjour Grégoire. Bon, évidemment, alors la Chine fait partie des sujets qui inquiètent, mais ça n'est pas le seul. Les sujets d'inquiétude sont multiples. Évidemment, on en discute tous les jours autour de cette table. L'observation que je fais sur les derniers jours ou les dernières semaines, sur un temps assez court, c'est quand même que on a eu le sentiment que justement le sentiment des investisseurs s'est dégradé beaucoup plus vite que la situation fondamentale de l'économie ou des entreprises, d'une certaine manière. Ouais, je confirme. Vous êtes d'accord avec ce constat, Je Patrick ? confirme malheureusement que les marchés sont partis directement en flèche vers le bas et beaucoup plus fortement que les indicateurs d'activité n'auraient pu laisser imaginer. Donc, je pense que tout le monde a été extrêmement surpris de voir cette baisse quotidienne, en fait, quasiment ininterrompue. On a tous en mémoire le chiffre particulièrement marquant du Standard & Poor's 500 qui est en recul consécutif depuis 6 semaines d'affilée. C'est jamais arrivé, je crois, depuis 2008. Donc c'est très violent. Et c'est très violent et ça n'épargne aucun secteur. Donc oui, c'est ça. Il y a une logique de marché, de purge qui se met en place d'une certaine manière. Là. Oui. Alors qu'on peut peut-être relier avec les volumes. Parce que, par exemple, sur les marchés européens, les volumes sont très faibles, très très faibles. En fait, ce sont des ETF qui font les volumes, et donc en fait, il y a des ventes mécaniques, et alors que les gestions longues, comme nous, par exemple chez Bordier, restons extrêmement attentistes, parce qu'il ne serait pas très raisonnable d'aller prendre des positions maintenant. Et pour autant, on a déjà allégé, j'avais déjà eu l'occasion de l'exprimer ici, on a déjà allégé en mars, donc alléger encore. Jusqu'où Mais oui. Oui, parce que ça fait des mois qu'on allège. Ça fait 2 mois qu'on allège. Non, mais ça fait... Oui. C'est ça. Mais oui. Donc, à la fin, on n'a plus grand-chose à alléger. On n'a plus envie, en plus, d'alléger des valeurs qu'on considère très belles, même s'ils sont complètement au plus bas du plus bas. Au contraire, je dirais peut-être, ce sont des points d'entrée qui peuvent être intéressants aujourd'hui, quand on a des valeurs qui ont, comme les valeurs du luxe emblématiques, qui ont perdu 30%. Bon, on se dit peut-être qu'on est au bout de la correction.
en tout cas, on a fait une bonne partie du chemin. Et ça, c'est peut-être l'occasion, progressivement, d'y revenir peu à peu. Les techniciens de marché disent il n'y a pas eu de capitulation. Parce que alors, les choses se font de manière plus ou moins ordonnée. Les mouvements sont chaotiques, mais techniquement, ça reste assez propre, nous disent les techniciens de marché. Sur les valeurs, les belles valeurs de croissance, donc le luxe ou même la tech, et je parle des GAFAM, je ne parle pas de la tech non rentable. Quand on regarde les aspects fondamentaux, quand on a des horizons de temps un peu plus longs peut-être, vous dites panique ou pas panique, c'est pas grave. Il y a quand même déjà des discounts de 30-40% sur certaines grandes et belles valeurs. Oui, modulo le fait qu'on n'a peut-être pas complètement pris en considération des risques de correction sur les croissances bénéficiaires à venir. Soyons prudents. Donc on peut encore avoir un peu de baisse. Précisément, vous évoquiez des seuils et on a peut-être encore potentiellement des seuils techniques qui ne sont pas tout à fait franchis à la baisse. Donc prudence, encore. C'est pas un achat évident, c'est pas un screaming buy, mais ça commence à se regarder avec toujours de la prudence. C'est ça, de manière homéopathique et dossier par dossier. Évidemment, pas tous les indices et pas non plus toutes les géographies. Quand vous regardez le paysage des marchés, les sujets d'inquiétude, encore une fois, la liste est tellement nombreuse, donc je ne vous ferai pas l'insulte de lister tous les éléments négatifs, mais on arrive au moment où on se demande qu'est-ce qui peut aller encore plus mal, ou à l'inverse, est-ce qu'on pourrait être agréablement surpris par des nouvelles un peu moins mauvaises, voire meilleur en relatif par rapport aux attentes. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers sur lesquels on peut estimer que oui, on est allé très loin dans le pessimisme peut-être ? Il y a sûrement en effet des éléments qu'on peut regarder et qui seront intéressants à suivre. Par exemple, on l'évoquait il y a quelques instants avec la Chine, on peut quand même penser qu'on a derrière nous le pire du pire sur le plan de la situation sanitaire, donc potentiellement, ça peut s'améliorer. Je n'ai pas dit que ça ne peut que s'améliorer, j'ai dit ça peut s'améliorer. Donc c'est un élément de soutien. On a aussi peut-être le sentiment, on le lit de plus en plus souvent, qu'on atteint un pic au niveau de l'inflation. Alors encore une fois, soyons très prudents, mais l'inflation, elle est essentiellement, en grande partie, le fait de la progression délirante des prix de l'énergie. Est-ce qu'on peut imaginer que le pétrole va encore coûter 2 fois plus cher dans un an ? Je ne sais pas, mais on peut imaginer en revanche que ce ne sera pas le cas. Donc ça peut être un élément de soutien. Peut-être que ça va un peu aider M. Powell et Mme Lagarde dans leurs objectifs de contrer l'inflation, de voir que finalement, en élément comparé, ça devrait aller un peu mieux. Bon, après, il y a d'autres éléments qui sont très importants et sur lesquels, là, pour le coup, on n'a pas de réponse. C'est l'évolution de la parité entre l'euro et le dollar. Bon, là, on a évoqué à plusieurs reprises le fait que le dollar est à son plus haut. Est-ce que ça va s'arrêter un moment ? Ça n'en prend pas le chemin. Le décalage de politique monétaire entre l'Europe et les États-Unis mécaniquement favorise le dollar, plus évidemment la guerre en Ukraine qui conduit les investisseurs à aller privilégier le billet vert. Bon, si on avait un apaisement sur ce terrain-là, ça pourrait favoriser les valeurs européennes. Oui, une détente du dollar, ce serait effectivement un indicateur d'un sentiment pour le risque qui s'améliore aujourd'hui. Bien sûr, oui, c'est ça. Ouais. Mais encore une fois, on peine à le voir. Oui, c'est clair. Soyons francs. Le dollar aujourd'hui ne monte pas, mais reste à des niveaux très très élevés. J'ai même vu face à des devises aussi fortes que le franc suisse. Alors l'euro baisse contre dollar depuis quelques temps maintenant, ça fait quelques trimestres qu'on voit une glissade quand même assez significative. Sur un an. Oui, le franc suisse avait très bien tenu jusqu'à il y a quelques semaines, et puis à un moment, même une devise comme le franc suisse se met à craquer entre guillemets face à la force du dollar et on passe au-delà de la parité. La Suisse est quand même très très connectée à la politique monétaire de la Banque centrale européenne. C'est proche, on est au niveau des mêmes taux directeurs. Et puis le caractère défensif du franc suisse, vous l'avez dit, il perd du terrain parce que la Suisse est également affectée par la guerre en Ukraine et les investisseurs à un moment se lassent et ils préfèrent aller se ruer, si j'ose dire, dans les bras du billet vert. Donc c'est pas une très bonne nouvelle, non, pour
pour la Confédération. Non, mais c'est la force du dollar. C'est peut-être bon pour les Américains, mais c'est vrai que c'est compliqué pour beaucoup d'autres pays. C'est pas très bon pour les exploitateurs américains. Non. Et bon, ils s'en fichent un peu, parce qu'il y a un grand marché. Oui. Mais celles des entreprises américaines qui exportent, en revanche, sont un peu à la peine. Ouais. Si je prends l'euro comme référence, si on attend une action de la Banque Centrale Européenne, le prochain meeting c'est le 9 juin, ensuite le 21 juillet. Déjà le 9 juin, au rythme du marché, au rythme quotidien du marché, le 9 juin ça paraît loin. C'est-à-dire que c'est dans un peu plus de 3 semaines encore. L'objectif euro-dollar parité, il peut être atteint en quelques jours, partant des niveaux de 1,04. Ça devient compliqué de défendre sa devise aujourd'hui, même pour une banque centrale comme la BCE. Oui, alors même que ça coûte beaucoup. On entendait aujourd'hui, je crois, M. Villard-Gallo, c'était hier peut-être, dire que ce niveau est insoutenable, totalement insoutenable. Oui. Et une communication explicite sur le niveau du taux de change de la part du gouverneur de la Banque de France. C'est ça. Mais ça rend en effet la politique monétaire de la BCE encore plus compliquée à piloter, puisque par définition, ils ne maîtrisent pas la parité entre l'euro et le dollar. Ouais. Et le marché laisse se dire que plus la BCE va partir tard dans sa normalisation, c'est un peu ce qui s'est passé avec la Fed, plus elle devra y aller vite et fort, et le marché intègre jusqu'à 100 points de base de hausse de taux cette année désormais pour la Banque Centrale Européenne. Ce qui nous mettrait un taux de dépôt directeur à plus 0,5. J'allais dire enfin. Ouais. Oui. Bah oui, parce que ça devient insoutenable en fait. C'est insoutenable d'avoir des taux. Il ne faut pas perdre cette vue. Bah oui, bien sûr. Ouais. On verra effectivement comment les marchés, comment nos économies vont se comporter dans cette phase de normalisation qui reste, encore une fois, alors non plus une hypothèse, mais aujourd'hui vraiment le sens du voyage confirmé et édicté par toutes les grandes banques centrales de la planète. Merci beaucoup Patrick. Patrick Guérin qui était à mes côtés en plateau pour évoquer cette situation de marché un peu chaotique, même si aujourd'hui est une séance d'apaisement avec une volatilité qui retombe un peu sur l'ensemble des grandes classes d'actifs et des indices en Europe à mi-séance qui gagnent autour de 1,5%. Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris, était notre invité en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.